c'est ce que ma belle-mère m'a annoncé à 23h47. La toute première nuit que je passais dans la maison de plage pour laquelle j'avais économisé pendant 12 ans. 4,8 millions de dollars. Chaque centime était à moi. Et avant même que je puisse répondre, elle a ajouté, « Si ça ne te plaît pas, tu peux aller ailleurs. » Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli lâcher le téléphone. Mais j'ai souri parce que je savais exactement ce que j'allais préparer pour leur arrivée. Ce que Victoria ignorait, c'est que son appel n'était pas seulement impoli. C'était la dernière erreur qu'elle commettrait jamais sous le nom de Beckett. Et la surprise que j'avais préparée, elle a mobilisé 220 personnes, une scène de gala, et une seule enveloppe Manille pour être livrée. Avant de continuer, prenez un instant pour liker et vous abonner, mais seulement si vous vous sentez vraiment connecté à cette histoire. Laissez un commentaire, dites-moi d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Je m'appelle Bonnie Beckett. J'ai 34 ans et je vis à Charleston, en Caroline du Sud. Maintenant, laissez-moi vous ramener à mars 2025, la semaine où j'ai quitté mon travail, et où j'ai cru que j'étais enfin libre. Ma mère est morte quand j'avais 17 ans. Cancer des ovaires, diagnostiqué en avril, parti en septembre. 5 mois. C'est tout l'avertissement que j'ai reçu avant que la personne qui m'aimait le plus au monde ne soit plus là. Mon père, Gerald Beckett, était un avocat immobilier respecté dans le cercle juridique du Law Country de Charleston. Il a fait son deuil de la seule façon qu'il connaissait, en travaillant jusqu'à ne plus rien ressentir. 2 ans plus tard, il a épousé Victoria Hay. Au début, elle était chaleureuse, attentionnée. Elle apportait des barres au citron maison pour les dîners du dimanche et m'appelait « ma chérie », avec, je le croyais sincèrement, de la tendresse. Mais 6 mois après le mariage, les barres au citron ont cessé. La tendresse aussi. Ça a commencé petit. Victoria a suggéré que je libère ma chambre d'enfant, celle avec le siège de fenêtre que ma mère avait construit pour que Paige, sa fille d'un précédent mariage, ait une vraie salle de dressing. J'ai regardé mon père, attendant qu'il dise quelque chose. Il m'a serré l'épaule. C'est juste une chambre, ma puce. Ce n'était jamais juste une chambre. À Noël 2011, je n'étais pas sur la photo de famille. Victoria avait placé tout le monde devant la cheminée, quand je suis entré, il n'y avait plus de place. Oh, a-t-elle dit en ajustant le col de Paige. Je croyais que tu avais dit que tu ne voulais pas y figurer. J'ai payé mes études moi-même, bourse complète au College of Charleston, plus 2 jobs à mi-temps, un dans une librairie, un autre pour donner des cours de statistique. Paige est allée dans une université privée à Savannah, les frais de scolarité entièrement pris en charge par mon père. Quand je lui ai demandé un jour pourquoi cette différence, il a paru perplexe. Victoria a répondu, « Tu préférais être indépendante. » Sa phrase préférée, « Je ne suis pas méchante. Je suis pratique. » Elle utilisait cette ligne chaque fois qu'elle m'excluait de quelque chose. Et pendant 15 ans, je l'ai laissé faire. Voici le truc, quand on est invisible dans sa propre famille, ça vous donne une intimité extraordinaire. Après avoir obtenu mon diplôme summa cum laude en finance, j'ai pris un poste d'analyste junior chez Meridian Strategy Group, un cabinet de conseil boutique au centre de Charleston. En 3 ans, je dirigeais des missions clients. En 7, j'étais senior strategy consultant, gérant des projets de restructuration pour des entreprises dont le chiffre d'affaires dépassait 200 millions de dollars. Quand j'ai quitté l'entreprise, mon salaire de base plus les bonus de performance tournait autour de 340 000 dollars par an. Victoria ne l'a jamais su. Elle n'a jamais posé la question. Aux dîners familiaux, ceux où j'étais invité, de moins en moins nombreux chaque année, elle balayait d'un geste quand on parlait de mon travail. Bonnie fait quelque chose avec des tableurs. Puis elle se tournait vers Paige. Raconte-leur ta nouvelle campagne marketing, ma chérie. Paige était la réussie. Je l'ai laissé le croire. Je les ai tous laissés le croire. Dès 2013, j'ai investi chaque dollar non nécessaire dans des fonds indiciels et 2 propriétés locatives, un duplex à West Ashley, et un townhouse près de l'université médicale. Je vivais modestement. Je roulais en Honda de 7 ans. Je portais des vêtements de Target au dîner de Thanksgiving chez mon père, pendant que Victoria exhibait un nouveau bracelet Cartier chaque année. En mars 2025, ma valeur nette avoisinait 5,2 millions de dollars. Personne dans ma famille n'en avait la moindre idée. La seule personne qui savait tout était Marcus Tran, mon avocat depuis 2019,
spécialiste pointu en droit immobilier et fraude financière. C'est Marcus qui a repéré quelque chose d'étrange en juillet 2024, en consultant les registres fonciers de mon père pour une question d'héritage sans rapport. Il y a un acte de transfert pour la maison de Mount Pleasant, m'a-t-il dit. La signature de Gérald semble bizarre. Je garde une copie notariée au cas où. Je l'ai remercié. J'ai classé l'information. Je n'étais pas prête à me battre. Pas encore. En février 2025, mon corps a pris la décision que mon esprit repoussait depuis des années. J'ai arrêté de dormir. Pas le genre Instagram, oh, j'ai eu 5 heures. Non, je restais allongé à fixer le ventilateur de plafond toute la nuit, mon cerveau tournant en boucle sur des livrables clients et des modèles de risque jusqu'à ce que ma poitrine semble écrasée par un poids. Ma médecin, une interniste sans détour nommée Dr Priya Langford, m'a assise après les résultats sanguins. Mon cortisol était, selon elle, alarmant. Elle m'a dit de prendre au moins 6 mois d'arrêt. Sans négociation. J'ai remis ma démission le 28 février. Mon managing partner, Martin Collier, m'a serré la main et a dit « La porte est toujours ouverte quand tu seras prête, Bonnie ». Je suis sorti du bureau avec une seule boîte. Pour la première fois depuis 10 ans, je ne savais pas quoi faire ensuite. Puis je me suis souvenu de ma mère. Elle parlait souvent d'une petite maison près de l'océan, rien de luxueux, juste un porche et le bruit des vagues. Elle disait qu'elle l'achèterait à la retraite. Elle n'a jamais pris sa retraite. J'ai trouvé l'annonce un jeudi après-midi. Sullivan & Island, à 20 minutes de Charleston, 6 chambres, bardage en cèdre blanchi, porche enveloppant face à l'Atlantique. 4200 pieds carrés. Prix affiché, 4,8 millions. J'ai appelé Marcus. J'ai appelé mon courtier hypothécaire. J'ai versé 20% en $960 000 le 5 mars, et j'ai signé le 21 mars. J'ai emménagé le 22 mars, un samedi. Cette première nuit, je me suis assise sur le porche avec un verre de vin, écoutant les vagues se briser sur la plage. Pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais me souvenir, j'ai eu l'impression d'appartenir à un endroit. Je n'ai rien dit à ma famille. Mais Paige a vu une story Instagram d'une amie commune qui avait tagué Sullivan & Island et m'avait repéré en arrière-plan. Elle l'a dit à Victoria. Et cette nuit-là, mon téléphone a sonné. 23h47. Le numéro de Victoria sur l'écran. Je n'avais pas répondu à un appel d'elle depuis 3 mois. Mais quelque chose, cette première nuit dans la maison au levain, les vagues, le sentiment idiot que peut-être les choses pouvaient changer m'a fait décrocher. Paige m'a parlé de ta petite maison de plage, a dit Victoria. Pas de bonjour, pas de félicitations. Sa voix avait ce ton sec d'organisatrice qu'elle utilisait pour réarranger les meubles ou les vies des gens. Comme c'est charmant. Écoute, ton père et moi avons besoin de changer d'air. La ville nous épuise. Nous emménageons demain. Ton père a dit que c'était ok. J'ai gardé le silence 5 secondes. Elle les a comblés. La chambre principale, évidemment. Paige prendra celle avec vue sur l'océan. Tu peux avoir celle du fond. Elle est petite, mais tu es habitué aux petites. Ma main libre a serré la rambarde du porche. Est-ce que papa l'a vraiment dit? Je peux lui parler? Il dort. Ne le réveille pas. Tu connais son cœur. Et franchement, Bonnie, si ça ne te plaît pas, tu peux trouver ailleurs. Ce n'est pas comme si tu ne pouvais pas te payer un motel. Mes mains tremblaient. Ma mâchoire était serrée. Mais ma voix est sortie stable, presque douce. Bien sûr, Victoria. Je vais tout préparer pour votre arrivée. Elle a raccroché sans dire au revoir. Elle ne disait jamais au revoir. Je suis resté dans le noir 20 minutes, à fixer l'océan que je ne voyais pas. Puis j'ai appelé mon père. Il était minuit 15. Il a décroché à la deuxième sonnerie parfaitement réveillé. Ma chérie, a-t-il dit. Je n'ai rien dit de tout ça. Victoria m'a raconté que tu nous avais invités pour le week-end. C'est là que ça a fait tilt comme ça avait dû faire tilt pour Marcus 8 mois plus tôt devant une signature qui ne collait pas. Si Victoria pouvait falsifier les paroles de mon père en face de moi, falsifier son nom sur un papier n'était rien. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Mais pour la première fois en 15 ans, je n'étais pas triste. J'étais clair. À 7 heures le lendemain matin,
j'ai appelé Marcus Tran. Marcus n'a pas demandé pourquoi. Il me connaissait assez pour reconnaître le changement. À 9h30, les documents arrivaient dans mon mail crypté. Un acte de transfert daté du 12 avril 2024, transférant la maison familiale de mon père à Mount Pleasant en valeur 1,2 million à une entité nommée iPremier Property LLC. Je n'avais jamais entendu parler de cette société. J'étais certaine que mon père non plus. J'ai consulté le registre des entreprises de Caroline du Sud. iPremier Property LLC avait été enregistré en novembre 2022. Seul membre, Victoria R.I. Aucun autre dirigeant, aucun autre nom. Puis j'ai fait ce que 12 ans de conseil m'avaient appris, j'ai comparé les signatures. J'ai pris la signature de Gérald Beckett sur l'acte et je l'ai mise côte à côte avec celle de son testament, de sa procuration médicale, et d'une carte d'anniversaire qu'il m'avait envoyée en 2023. Les différences étaient immédiates. Le G majuscule de Gérald manquait sa boucle distinctive. La pression du stylo était inégale ou lourde au début, légère à la fin. Le signe caractéristique de quelqu'un qui dessine une forme plutôt qu'il n'écrit un nom. Marcus a confirmé ce que je savais déjà. Ce n'est pas une signature bâclée. C'est une imitation simulée. Mais il nous faut un expert certifié pour que ça tienne au tribunal. Il m'a recommandé Patricia Sloan, examinatrice de documents médico-légaux accréditée par l'American Board of Forensic Documents Examinés. Elle avait témoigné dans plus de 40 affaires fédérales. Si elle disait que la signature était falsifiée, aucun tribunal de Caroline du Sud ne discuterait. Il y a autre chose, a ajouté Marcus. J'ai trouvé 3 retraits de l'IRA de Gérald totalisant 380 000 $, routés vers un compte à Coastal Heritage Bank au nom de VI. Il nous faudra une assignation pour les relevés complets. J'ai fixé l'écran. Ce n'était plus un drame familial. C'était un crime. Ils sont arrivés le lendemain matin à 10h. 2 SUV noirs chargés jusqu'au toit de bagages, de coussins décoratifs et apparemment d'un ensemble complet de serviettes de bain monogrammées. Victoria est sortie la première, lunettes de soleil de marque relevées dans ses cheveux platine, scrutant la propriété comme une acheteuse visite une saisie. Pas mal pour une maison de départ, a-t-elle dit. Une maison de départ. 4200 pieds carrés, 4,8 millions de $. Elle est allée directement dans la chambre principale comme si elle avait déjà mémorisé le plan. En 1 heure, mes vêtements étaient en tas dans le couloir, et ses housses à vêtements pendaient dans mon placard. Paige a pris la chambre avec vue sur l'océan. On m'a dirigé vers la plus petite pièce du rez-de-chaussée, celle qui était censée être un débarras à linge dans ma propre maison. Mon père suivait derrière, un seul sac de sport à la main, l'air d'un homme monté dans la mauvaise voiture. Il a croisé mon regard dans le couloir et a articulé en silence, « Je suis désolé ». J'ai secoué légèrement la tête. Pas encore. Ce soir-là, Victoria a invité 3 couples de son cercle social pour dîner sans préavis, avec les courses que j'avais achetées. Elle leur a fait visiter chaque pièce, balayant la main sur la cuisine ouverte comme une animatrice de jeux télévisés. Gérald voulait une maison de plage, leur a-t-elle dit en rayonnant. Alors je l'ai fait. Pas une seule personne à cette table ne savait que c'était ma maison. Pas une seule n'a posé la question. J'ai fait la vaisselle. J'ai souri. Et à 21h47, mon téléphone a vibré, un mail de Marcus. Patricia Sloan avait terminé son examen préliminaire. Conclusion, la signature sur l'acte de Mount Pleasant était très probablement une imitation simulée. J'ai posé la dernière assiette, et je suis allé dans ma petite chambre. À 23h, quand la maison était calme, un second mail est arrivé. Objet, appelle-moi demain matin à la 1re heure. C'est plus gros que prévu. J'ai attendu 6h45, puis je suis sorti par la porte arrière et j'ai marché jusqu'à la plage. La marée était basse, le sable encore sombre d'humidité. J'ai appelé Marcus depuis la ligne des vagues, là où le bruit couvrirait ma voix. Les retraits IRA n'étaient que le début, a-t-il dit. Elle a ouvert une carte de crédit supplémentaire au nom de Gérald, son numéro de sécu, son historique de crédit, elle comme utilisatrice autorisée. Solde actuel, 47 000 $. Dépenses, retraite de luxe à Hilton Head, 2 sacs Chanel, un vol first class pour New York, rien que Gérald n'ait approuvé. J'ai fermé les yeux. L'océan rugissait devant moi. Et il y a un 3e compte, a continué Marcus. Un compte d'épargne intitulé VI Trust, aux mêmes banques.
215 000 $. Source, virement depuis leur compte joint, catégorisé comme dépenses ménagères. J'ai fait le calcul debout là, l'eau salée trempant mes baskets. La maison de Mount Pleasant, 1,2 million. L'IRA, 380 000. La carte, 47 000. Le compte Trust, 215 000. Total, environ 1,842 millions de $ prélevés sur mon père sans qu'il le sache pendant qu'il se remettait d'une légère crise cardiaque et faisait confiance à sa femme pour gérer le foyer. Cet après-midi-là, Patricia Sloan a déposé son rapport officiel. Numéro PS 250087. Conclusion sans ambiguïté, la signature de l'acte du 12 avril était une imitation simulée, au plus haut niveau de probabilité reconnu par la discipline. On parle de faux en premier degré et d'exploitation d'une personne vulnérable, a dit Marcus. 2 crimes graves selon le Code de Caroline du Sud. Qu'est-ce que tu veux faire? Si je signale maintenant, Victoria est arrêtée. Gérald est pris au dépourvu. Toute la ville saura avant le dîner. Et s'il y a une autre voie? Marcus a marqué une pause. Le gala annuel de charité du Low Country Bar Association est le 14 juin. Victoria va être honorée, Philanthropist of the Year. Si une partie de cet argent volé a transité par la fondation, le prix repose sur une fraude. Il a laissé l'idée flotter. Tu veux terminer ça dans un commissariat ou sur la scène qu'elle s'est construite elle-même? Je connaissais la réponse avant qu'il finisse la question. 84 jours. C'est ce que j'avais entre le 23 mars et le 14 juin. La nuit du gala, j'ai divisé le plan en 3 phases. Phase 1 mars à avril, rassembler chaque preuve dans un dossier capable de résister à l'examen d'un juge, d'un journaliste ou d'une salle d'avocats. Phase 2 mai, protéger mon père. Transférer la supervision de ses finances à un fiduciaire indépendant, stabiliser sa santé, le préparer à ce qui arrivait. Phase 3 ou les 2 premières semaines de juin, orchestrer la révélation à l'unique événement qui importait plus que tout à Victoria sur Terre. Marcus a déposé la demande d'assignation au tribunal du comté de Charleston le 28 mars. Délai estimé, 30 à 45 jours. Patricia Sloan travaillait déjà sur sa comparaison médico-légale complète. Les pièces bougeaient. Mais il me fallait une personne de plus haut, quelqu'un dont la crédibilité Victoria ne pourrait pas balayer, et dont la plateforme survivrait à une soirée. J'ai appelé Della Fairchild. Della avait 52 ans, senior editor au Charleston Society Review, le magazine qui couvrait chaque gala, chaque fin de raisée, chaque garden party du grand monde du Low Country. Plus important, elle avait été la colocataire de ma mère à l'université. Elles étaient restées proches jusqu'à la fin. Della était l'une des dernières à avoir vu ma mère en soins palliatifs. Quand je lui ai raconté ce que j'avais trouvé, la ligne est restée silencieuse longtemps. Puis Della a dit. J'ai des doutes sur Victoria depuis des années. Elle donne gros, mais ne laisse jamais personne voir les comptes. Chaque fois que je proposais un article d'audit, mon éditeur le tuait. Trop d'annonceurs dans son cercle. Della a accepté de venir au gala comme journaliste accrédité. Si les preuves tenaient, elle publierait un article d'investigation complet dans le Charleston Society Review aux 85 000 lecteurs parmi l'élite du Low Country. Une condition, a-t-elle dit. Chaque document sera vérifié indépendamment avant que j'écrive un mot. Je n'en attendais pas moins. Vivre avec Victoria dans la maison de plage pendant ces semaines ressemblait à partager une cage avec quelqu'un qui ignorait que le verrou était déjà cassé. Avril s'est installée, et elle aussi. Elle a changé les serrures de la chambre principale, ma chambre principale, sans demander. Elle a engagé un décorateur pour refaire le salon en ce qu'elle appelait « chic côtier », nouveau coussin, table basse en bois flotté, un canapé en lin à 6 000 $. La facture de 12 000 $ est arrivée dans ma boîte aux lettres avec un post-it. Bonnie, occupe-temps. Bisous, V. Je l'ai payée. Je voulais qu'elle soit à l'aise. Je voulais qu'elle baisse sa garde. Chaque vendredi, elle organisait ce qu'elle appelait des « sunsets sociales », 5 ou 6 couples de son cercle charlestonien, buvant mon vin sur mon porche, écoutant Victoria raconter sa vie comme si elle l'avait construite de zéro. Je l'ai entendu dire à une femme en cachemire. Bonnie traverse une phase. Elle a quitté son petit boulot, vit sur ses économies. On est là pour veiller sur elle, vraiment. La femme m'a regardé avec pitié. J'ai rempli son verre. Un soir, mon père m'a prise à part dans la cuisine. Tu vas bien, ma chérie?
Victoria dit que tu es stressé. Que tu gères mal le changement de carrière. Je vais bien, papa. Mieux que bien. Il a scruté mon visage, mais n'a pas insisté. Gérald Beckett avait passé 63 ans à faire confiance aux mauvaises personnes pour lui dire la vérité sur ce qu'il aimait. Un après-midi, pendant que Victoria était à un rendez-vous spa, j'ai pris l'iPad qu'elle avait laissé sur le plan de travail. Son historique de navigation était encore ouvert. La recherche la plus récente. Comment ajouter un nom sur un acte de propriété Caroline du Sud? Elle ne visitait pas seulement. Elle prévoyait de mettre son nom sur ma maison. Ce soir-là, Marcus a appelé. L'assignation a été approuvée. Relevé bancaire dans 2 semaines. Il a hésité. Mais Bonnie, il y a un autre compte qu'on n'a pas encore vu. Les relevés de Coastal Heritage Bank sont arrivés au bureau de Marcus le premier lundi de mai scellés dans une enveloppe de coursier marquée « Confidentielle ordonnance du tribunal jointe ». Il m'a appelé à midi. J'étais dans ma voiture sur le parking public de Sullivan S. Island, le seul endroit où j'étais sûr que Victoria n'écouterait pas. Le compte VI correspond à ce qu'on attendait, 380 000 $ de l'IRA de Gérald déposé en 4 versements entre janvier et octobre 2024. La carte de crédit, on savait déjà, 47 000 $. Tu disais qu'il y en avait un autre. Oui. Un compte d'épargne intitulé VI Trust. Solde le mois dernier, 215 000 $. Tout transféré depuis le compte joint ménage de Gérald et Victoria. Chaque retrait listé comme dépenses ménagères aux courses, entretien, facture, sauf que tout est allé sur ce compte séparé. J'ai fixé à travers le pare-brise les herbes des marais qui pliaient sous le vent. Total, 1,2 million pour la maison, 380 000 de l'IRA, 47 000 sur la carte, 215 000 dans le trust. Environ 1,842 millions. Il a laissé le chiffre planer. Marcus, si je dis à mon père maintenant, il va la confronter. Il ne pourra pas s'en empêcher. Et ça pourrait ruiner le plan du gala ou pire, son cœur. Je sais. Mais il doit l'entendre avant cette soirée. Il doit monter sur cette scène en connaissant toute la vérité. Et il doit signer une déclaration sous serment confirmant qu'il n'a autorisé aucun de ses mouvements. On s'est mis d'accord sur le 1er juin, 13 jours avant le gala. Assez tôt pour que Gérald se prépare. Assez tard pour que Victoria n'ait pas le temps de construire une contre-narrative. Cette même semaine, Patricia Sloan a envoyé un addendum à son rapport. L'écriture de la signature falsifiée sur l'acte de Mount Pleasant était cohérente avec celle de la demande de carte de crédit frauduleuse. Même personne, mêmes habitudes de stylo, même crime. Le 1er juin, un dimanche. Je me suis réveillé avant l'aube et j'ai regardé le ciel passer du charbon au doré pâle à travers ma petite fenêtre du rez-de-chaussée. Victoria ne se lèverait pas avant 9 heures. Elle ne se levait jamais tôt le week-end. J'avais une fenêtre étroite. J'ai trouvé mon père sur le porche à 5h45, une tasse de café qu'il s'était faite lui-même à la main, regardant les pélicans glisser au-dessus des vagues. « Viens marcher avec moi », ai-je dit. On a pris la passerelle jusqu'à la plage. Le sable était frais sous nos pieds. J'ai attendu qu'on soit assez loin pour que même des cris ne portent pas jusqu'à la maison. Puis j'ai ouvert le dossier. Je lui ai montré l'acte de transfert, le rapport médico-légal, les relevés bancaires, les 3 comptes. Je lui ai montré l'enregistrement de l'LLC I Premier Property au nom de jeune fille de sa femme. Je lui ai présenté ça comme une présentation client, fait d'abord, implication ensuite, question à la fin. Gérald a lu chaque page. Ses mains tremblaient. Une veine sur sa tempe a pulsé 3 minutes entières. Aucun de nous n'a parlé. Seul le bruit de l'océan tirant sur le rivage. Je n'ai pas signé ça, a-t-il dit enfin, sa voix à peine audible par-dessus les vagues. Je n'ai jamais entendu parler de cette société. Je n'ai autorisé aucun de ces transferts. Il a pressé ses paumes contre ses yeux. Quand il les a baissés, ils étaient rouges. Je suis désolé, Bonnie. Mon Dieu, je suis tellement désolé. J'aurais dû te protéger. Tu ne savais pas, papa. Elle s'est assurée que tu ne saches pas. Gérald a accepté tout, la déclaration sous serment, le gala, le silence jusqu'au 14 juin. Marcus a notarié sa déclaration jurée 2 jours plus tard dans son bureau du centre-ville, avec un témoin certifié présent. En revenant vers la maison ce matin-là, mon père s'est arrêté au bas des marches de la passerelle.
Il m'a serré dans ses bras la première fois depuis 8 ans et il a murmuré si doucement que j'ai failli ne pas l'entendre. Ta mère serait fière. Je ne savais pas encore que la voix de ma mère me parviendrait une dernière fois avant la fin d'une façon que je n'aurais jamais pu prévoir. 13 jours. Victoria a passé chacun d'eux à préparer la soirée qu'elle croyait couronner son legs. Elle a engagé une styliste personnelle aux $3500 pour une seule consultation. Elle a commandé une robe sur mesure couleur champagne dans une boutique de King Street $8200, essayage, ourlé au millimètre. Chaque soir après le dîner, elle se tenait devant le miroir de la chambre principale et répétait son discours d'acceptation, gesticulant vers un public invisible avec la grâce exercée de quelqu'un qui jouait la générosité depuis toujours. Le 8 juin, elle m'a dit que j'étais attendu au galao pour les apparences. Tu t'assieras au fond, évidemment. Mais il faut que la famille soit là. Ça fait mieux sur les photos. Elle a marqué une pause, puis ajouté. Mais quelque chose de simple. Ce n'est pas ta soirée. Bien sûr, Victoria. Je ne rêverais pas de voler ta lumière. En coulisses, chaque rouage tournait. Marcus a finalisé le dossier de preuve, déclaration sous serment de Gérald, rapport médico-légal de Patricia Sloan, relevé bancaire complet, enregistrement de iPremier Property LLC. Capture d'écran de l'historique de navigation de Victoria sur l'iPad familial. La recherche, comment ajouter un nom sur un acte de propriété Caroline du Sud, horodaté, appareil identifié, sauvegardé en PDF. Ellen Brigg a confirmé ce matin-là, elle avait acheté une place à la table 12 de là. Elle était prête. Le 10 juin, Marcus a rencontré le juge Raymond Holt, président du Low Country Bar Association, qui supervisait personnellement le gala. Marcus lui a présenté le dossier. Le juge l'a examiné 45 minutes dans son cabinet, posé 3 questions de clarification, puis a retiré ses lunettes de lecture. C'est extrêmement grave, a-t-il dit. Selon l'article 7.3 des statuts de notre association, toute allégation fondée de faute financière doit être traitée avant qu'un honneur soit décerné. Je vais m'en occuper. Victoria n'en savait rien. Elle était trop occupée à choisir entre des clous de diamant et des boucles chandeliers. Le 12 juin, elle m'a vu parler au téléphone dans le jardin et s'est arrêtée. Qui c'était? Le spa. Je réserve un brushing pour le gala. Elle m'a toisé. N'en fais pas trop. Cette soirée est à moi. Puis, le soir du 13 juin, veille du gala, mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. Je sais que Victoria n'est pas celle que tu crois. Retrouve-moi à Waterfront Park demain 15h HB. J'ai fixé ces 2 lettres jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. J'ai failli ne pas y aller. Le gala était dans quelques heures, la dernière chose dont j'avais besoin était une distraction d'une inconnue aux initiales cryptiques. Mais quelque chose dans la certitude du message, je sais que Victoria n'est pas celle que tu crois, m'a dit que cette personne attendait depuis longtemps pour le dire. Waterfront Park, 15h, 13 juin. Le soleil était brutal, le genre d'après-midi charlestonien où l'air scintille au-dessus du bitume. Je me suis assise sur un banc près de la fontaine à Nana et j'ai regardé une femme approcher. Grande, cheveux argentés, début 60 ans, blazer en lin repassé malgré la chaleur. Elle marchait comme quelqu'un qui avait répété le calme. Bonnie Beckett. Elle a tendu la main. Je m'appelle Ellen Brigg. HB. Ellen s'est assise à côté de moi et m'a raconté une histoire que je n'avais jamais entendue ou une histoire que Victoria avait enterrée si profondément que même Google ne la trouvait pas facilement. Avant Gérald, avant Charleston, avant la fondation I. Beckett et le personnage de philanthrope, Victoria avait été mariée à un homme nommé Richard Brigg, dentiste prospère à Savannah. Marié en 2005. Fini en 2009, après que Richard a découvert que Victoria avait transféré discrètement $190 000 de leur compte joint vers un compte personnel à son nom de jeune fille. Il n'a pas porté plainte. Ellen a dit qu'il voulait un divorce propre, oublié. Elle avait respecté ça pendant 16 ans. Mais j'ai vu ton nom dans un post de blog de l'affaire Shield, quelque chose sur les femmes dans le conseil à Charleston, et je t'ai reconnu, la fille de Gérald Beckett. Elle m'a regardé fixement. Ellen m'a tendu un dossier manille, une copie certifiée du décret de divorce Brigg VSI, 2009, avec la phrase « Dissipation d'actifs matrimoniaux » surlignée en jaune. 2 maris. 2 ensembles de fonds volés. Le même mode opératoire. 16 ans d'écart. Je suis restée silencieuse par honte, a dit Ellen. Si je peux aider ton père,
je le ferai. Je l'ai remercié et j'ai appelé Marcus avant même d'atteindre ma voiture. La nuit du 13 juin s'est posée sur la maison de plage comme une inspiration retenue. Victoria répétait son discours une dernière fois dans la chambre principale. À travers la porte, j'entendais sa voix monter et descendre reconnaissante, humble, répétée à la perfection. Dans la pièce d'à côté, Paige arrangeait ses bijoux sur la commode, tenant des boucles d'oreilles devant son reflet totalement inconsciente que, demain soir, chaque pièce de la vie que sa mère avait construite serait éparpillée sur le sol d'une salle de bal. Mon père a frappé à ma porte à 22 heures. Son visage était tiré, mais ses yeux étaient stables, les yeux d'un homme qui avait enfin arrêté de détourner le regard. Il tenait une petite boîte en noyer avec une fermeture en laiton terni. « J'ai trouvé ça », a-t-il dit doucement, dans le tiroir verrouillé de la table de nuit de Victoria. Elle était au spa cet après-midi. Je ne cherchais pas ça. Je cherchais mes lunettes de lecture. Il a ouvert la boîte. À l'intérieur, 2 pages manuscrites pliées une fois. Le papier jauni sur les bords. L'écriture de ma mère. Je l'ai reconnue instantanément, la boucle du i minuscule, la façon dont elle barrait c'était d'un léger trait ascendant, comme si chaque mot tendait vers quelque chose de meilleur. La lettre était datée de 3 jours avant sa mort. Bonnie, ma courageuse petite fille, tu n'as besoin de la permission de personne pour vivre ta vie. Tu es suffisante. Tu l'as toujours été. Ne laisse jamais personne te faire douter de ça. Victoria avait gardé cette lettre cachée pendant 17 ans, les derniers mots de ma mère pour moi, scellés dans une boîte, verrouillée dans un tiroir, dans la chambre de la femme qui avait passé 15 ans à me dire que je n'étais rien. Mon père et moi nous sommes assis ensemble dans ma petite chambre et nous avons pleuré sans parler. Quand j'ai pu respirer à nouveau, j'ai plié la lettre soigneusement et je l'ai mise dans mon sac, celui que je porterai demain. Je ne la laisserai pas tomber, papa. Avant d'éteindre la lumière, je suis passé dans le couloir menant au porche. La silhouette de Victoria se découpait contre l'océan éclairé par la lune, téléphone collé à l'oreille. Je me suis arrêté. Sa voix a filtré à travers la porte moustiquaire. Ne t'inquiète pas. Après le gala, je ferai transférer l'acte. Elle ne s'en rendra compte qu'une fois que ce sera fait. Elle parlait de ma maison, celle que j'avais achetée avec 12 ans de travail invisible, et elle prévoyait de la prendre dès que son trophée serait dans sa main. Je suis allé me coucher. J'ai mis mon réveil à 6 heures. Et pour la première fois en 84 jours, j'ai dormi profondément. 14 juin 2025. La matinée est arrivée lumineuse et calme, le genre de journée à faible humidité à Charleston où tout paraît plus net qu'il ne devrait. À 8 heures, j'étais dans le bureau de Marcus Tran, une suite aux murs vitrés au 3e étage d'un entrepôt rénové sur East Bay Street. L'enveloppe manille était posée entre nous sur son bureau, comme une arme chargée posée à plat. On a revu le contenu une dernière fois, l'acte de transfert falsifié avec le rapport médico-légal PS 250087 de Patricia Sloan, les relevés bancaires de Coastal Héritage pour les 3 comptes, la déclaration sous serment notariée de Gérald signée et attestée le 3 juin. L'enregistrement de High Premier Property LLC, le décret de divorce Brick VSI de 2009 et une capture d'écran de l'historique de navigation de Victoria. La recherche sur l'ajout d'un nom à un acte de propriété en Caroline du Sud, horodaté, appareil identifié. Hélène Brigg avait confirmé ce matin, elle avait pris une place à la table 12 de là. Elle était prête. À 10 heures, Marcus a rencontré le juge Holt au tribunal pour un briefing final. Le juge avait déjà informé le comité organisateur du gala, le prix de Philanthropist of the Year serait suspendu avant la remise, en attendant une affaire concernant la nominée qui requérait l'attention de l'association. Le comité a accepté à contre-cœur, mais à l'unanimité. Personne dans l'élite juridique de Charleston ne voulait que leur prix signature soit entaché par une fraude non examinée. Victoria, pendant ce temps, passait la matinée dans une ignorance radieuse. Elle est sortie de la chambre principale à 14 heures dans sa robe champagne, cheveux relevés haut, pendentifs diamants scintillants. Elle m'a toisé dans ma simple robe noire et mes boucles de perles comme une reine toise une femme de chambre. Au moins essaie d'avoir l'air d'être à ta place, Bonnie. J'ai soutenu son regard. Ne t'inquiète pas, Victoria. Ce soir, tout le monde saura exactement où est ma place. Elle a froncé les sourcils ou une ride brève entre des sourcils parfaitement dessinés, mais elle vérifiait déjà son reflet dans le miroir du couloir. Elle avait des choses plus importantes en tête. Ou du moins le croyait-elle. La grande salle de bal du Belmont Charleston Place était le genre d'endroit conçu pour faire sentir les gens ordinaires extraordinaires,
et les extraordinaires immortels. Lustre en cristal de la taille de petite voiture. Fenêtre du sol au plafond drapé de soie ivoire. Table ronde dressée avec porcelaine fine et argenterie. Chaque table centrée sur un bouquet de pivoine blanche et des bougies vacillantes. 220 invités, avocats, juges de circuit, législateurs d'État, fondateurs d'ONG, promoteurs immobiliers, et les chroniqueurs mondains qui relataient chaque poignée de main. Tenue de soirée, manières impeccables. Dans une salle comme celle-ci, la réputation n'était pas seulement une monnaie. C'était de l'oxygène. Victoria traversait la foule comme si la soirée avait été chorégraphiée autour d'elle. Elle embrassait des joues. Elle serrait des mains. Elle se penchait pour murmurer des choses qui faisaient rire des gens puissants. À un moment, je l'ai vu poser la main sur l'avant-bras du juge Holt et dire avec une sincérité qu'une vie entière de pratique peut seule produire. Je suis tellement honoré par cette distinction, Raymond. Vraiment. Elle était à la table à opposition VIP, juste devant la scène. Gérald à côté d'elle, posture rigide, verre d'eau intact. Il ne l'avait pas regardée depuis leur arrivée. Elle ne l'avait pas remarqué. Moi, j'étais à la table 18, près de l'entrée de service, la table que Victoria m'avait assignée. Marcus était à ma gauche, sa mallette glissée sous sa chaise. À la table 12, je voyais Hélène Brigg, cheveux argentés, blazer en lin, observant la salle avec la patience de quelqu'un qui avait attendu 16 ans pour cette soirée. Dans la zone presse, Della Fairchild ajustait son enregistreur et ouvrait une nouvelle page de son carnet. À 20h30, l'animateur a tapé sur le micro. Mesdames et messieurs, avant de passer à la remise des prix de ce soir, l'association a une brève annonce. Victoria s'est redressée sur sa chaise. Elle a lissé sa robe. Elle a souri le sourire généreux, prêt pour la caméra, qu'elle répétait devant les miroirs depuis des semaines. Puis le juge Raymond Holt s'est levé, a marché jusqu'au pupitre et a dit : Mesdames et messieurs, je regrette de vous informer que nous avons reçu des informations qui requièrent notre attention avant de poursuivre ce soir. 220 paires d'yeux se sont tournés vers la scène. Le sourire de Victoria n'a pas vacillé. Pas encore. Mais j'ai vu ses doigts se crisper sur sa serviette. La voix du juge Holt a porté dans la salle avec la gravité mesurée d'un homme qui avait passé 30 ans sur le banc. Selon l'article 7.3 des statuts du Low Country Bar Association, toute allégation fondée de faute financière impliquant un nominé doit être traitée avant qu'un honneur soit décerné. Ce soir, nous avons reçu une plainte formellement documentée, soutenue par des preuves médico-légales, un témoignage sous serment, et des relevés financiers vérifiés indépendamment. Il a marqué une pause. La plainte a été déposée par un membre de la propre famille de la nominée. Un murmure a parcouru les tables au son discret et involontaire de 220 personnes recalibrant leurs attentes en même temps. Victoria était debout avant que le juge Holt ait fini. C'est absurde, a-t-elle dit, sa voix parfaitement dosée entre indignation et stupeur, la voix d'une femme qui avait passé des décennies à contrôler des salles. Raymond, qui a déposé ça? C'est un événement caritatif, pas un tribunal. Le juge Holt m'a regardé directement. Mademoiselle Bonnie Beckett, vous avez été invitée à présenter vos preuves. Le murmure est devenu une vague. Les têtes se sont tournées. Les yeux de Victoria m'ont trouvé à la table 18, au fond de la salle exactement là où elle m'avait placé. Et pendant une longue seconde suspendue, on s'est regardé à travers 17 tables, 220 témoins, et 15 ans de silence. Je me suis levé. J'ai pris l'enveloppe manille et j'ai marché. 17 tables. Chaque pas délibéré, chaque pas audible sur le parquet ciré. Je sentais le poids de chaque regard dans la salle. J'entendais le froissement des robes du soir quand les femmes se tournaient sur leurs chaises, le tintement d'un verre d'eau. Quelqu'un s'est assis trop fort. Gérald. La voix de Victoria a fendu le silence comme une allumette grattée. Fais quelque chose. Elle essaie de me détruire. Mon père est resté immobile. Ses mains étaient jointes sur la table. Il n'a pas regardé sa femme. Je suis monté sur la scène. 220 visages levés vers moi. La lumière des lustres était chaude et impitoyable. J'ai posé l'enveloppe sur le pupitre, me suis penché vers le micro, et j'ai pris une longue inspiration. Je ne suis pas venu ici pour détruire qui que ce soit, ai-je dit. Je suis venu parce que la vérité ne pouvait plus attendre un jour de plus. J'ai ouvert l'enveloppe et sorti le premier document. Le 12 avril 2024,
un acte de transfert a été déposé dans le comté de Charleston, transférant la propriété de la maison familiale Beckett à Mount Pleasant en valeur estimée 1,2 million de dollars à une société à responsabilité limitée nommée iPremier Property. J'ai tenu l'acte en l'air. L'écran de projection derrière moi s'est allumé avec un scan haute résolution, le sceau du comté, la description légale, et en bas, une signature, Gerald A. Beckett. Cette signature n'est pas celle de mon père. J'ai passé à la slide suivante, comparaison côte à côte. À gauche, la signature de l'acte. À droite, les signatures authentiques de Gerald sur son testament, sa procuration médicale, et une déclaration sous serment notariée signée le 3 juin de cette année. Les différences étaient visibles depuis le fond de la salle, la boucle manquante sur le G majuscule, la pression inégale du stylo, la qualité mécanique d'une main qui copiait plutôt qu'elle n'écrivait. Cette analyse a été réalisée par Patricia Sloan, examinatrice de documents médico-légaux accréditée par l'American Board of Forensic Documents examinés, avec témoignages dans plus de 40 affaires fédérales. Sa conclusion, dans le rapport PS 250087, la signature est une imitation simulée au plus haut niveau de probabilité reconnu dans la discipline. La salle était silencieuse, pas le silence poli d'un événement formel. Le silence asphyxié d'une pièce qui avait collectivement cessé de respirer. Mon père s'est levé de la table 1. Sa voix était rauque mais claire. Je n'ai pas signé ce document. Je n'avais jamais entendu parler de cette société. Je n'ai pas autorisé le transfert de ma maison. Victoria s'est agrippée au bord de la table. Gerald, dis-leur que tu as signé. Dis-leur. Il l'a regardé pour la première fois de la soirée. Puis il a lentement secoué la tête. Quelque part à la table 5, un homme a posé sa fourchette sur son assiette. Le minuscule tintement a résonné comme un marteau de juge. J'ai sorti le deuxième ensemble de documents de l'enveloppe. Entre janvier et octobre 2024, 4 retraits totalisant 380 000 $ ont été effectués sur le compte de retraite individuel de Gerald Beckett et déposés sur un compte d'épargne à Coastal Heritage Bank. La slide suivante est apparue, relevé bancaire caviardé, numéro de routage, date et montant surligné. Le compte est enregistré au nom de V.I. J'ai entendu une chaise racler. Quelqu'un à la table 9 a murmuré quelque chose à son voisin. De plus, une carte de crédit supplémentaire a été ouverte en utilisant le numéro de sécurité sociale de Gerald Beckett sans sa connaissance ni son consentement. Solde actuel, 47 000 $. Dépenses, voyage de luxe, achat de créateurs, soins spa personnels, rien de tout cela n'apparaît dans les relevés personnels de Gerald. La troisième slide, un compte d'épargne intitulé VI Trust contenant 215 000 $ transférés depuis le compte chèque joint des Beckett, déguisé en dépenses ménagères courantes. J'ai posé les relevés sur le pupitre. Le montant total détourné des actifs de mon père sans sa connaissance ni son autorisation s'élève à environ 1,842 millions de $. Selon l'article 43-35-10 du Code de Caroline du Sud ou exploitation financière d'une personne vulnérable, mon père ayant 63 ans et des antécédents cardiaques documentés, il s'agit d'un crime grave. Victoria s'est tournée vers la salle. Les larmes sont venues immédiatement brillantes, parfaitement synchronisées, roulant sur des joues qui n'avaient pas plissé d'émotions sincères depuis des années. Elle ment, a-t-elle dit, la voix brisée avec une fragilité exercée. Gerald m'a donné accès à tout. C'est un malentendu familial, pas une affaire criminelle. Comment osez-vous transformer un dîner de charité en procès public? Le juge Holt a parlé depuis son siège, voix aussi droite qu'un fil à plomb. Madame I. Beckett, les preuves ont été vérifiées indépendamment. L'association révoque le prix de Philanthropist of the Year. Avec effet immédiat. La bouche de Victoria s'est ouverte. Aucun son n'en est sorti. Puis, depuis la table 12, une femme s'est levée. Ellen Briggs s'est dressée avec le calme tranquille d'une femme qui avait répété ce moment dans sa tête pendant 16 ans. Je m'appelle Ellen Briggs, a-t-elle dit, sa voix portant dans la salle avec la clarté de quelqu'un qui a enfin décidé d'arrêter de murmurer. Victoria a été précédemment mariée à mon ex-mari Richard Briggs, dentiste à Savannah. Ils se sont mariés en 2005. Le mariage s'est terminé en 2009 après que Richard a découvert que Victoria avait transféré 190 000 $ de leur compte joint vers un compte personnel à son nom de jeune fille. Elle a levé un document relié. Voici une copie certifiée du décret de divorce, Briggs Contraille, Cour supérieure du comté de Chatham, 2009. Le jugement cite spécifiquement la dissipation d'actifs matrimoniaux.
Elle a passé le décret au juge Holt, qui l'a accepté sans un mot. Le murmure qui montait dans la salle a éclaté comme une vague. 220 personnes se sont mises à parler en même temps, d'abord en chuchotement, puis à voix haute. J'ai vu une femme à la table 7 se couvrir la bouche. 2 avocats à la table 3 se sont penchés l'un vers l'autre avec l'expression que j'avais vue dans chaque salle de conseil où j'avais travaillé, le regard de professionnels qui réalisent qu'ils étaient à côté d'une bombe. Victoria est restée figée entre la table VIP et l'allée, sa robe champagne captant la lumière des lustres. Paige était assise à côté de la chaise vide, des larmes coulant sur son visage, les mains crispées sur ses genoux. Elle ne regardait pas sa mère. Elle regardait la nappe. Mon père s'est éloigné de la table VIP et a marché vers moi. Il a monté les 2 marches courtes jusqu'à la scène et s'est tenu à côté de moi au pupitre. Il n'a pas pris le micro. Il n'en avait pas besoin. Gerald Beckett, debout à côté de sa fille, face à la salle, disait tout ce que les mots ne pouvaient pas. Victoria nous a regardés, puis les 220 visages qui, jusqu'à 10 minutes plus tôt, l'admiraient. Pas un seul ne soutenait son regard. Elle a pris son petit sac du soir. Elle a marché vers la sortie. Le bruit de ses talons champagne sur le marbre a résonné dans la salle longtemps après que la porte se soit refermée derrière elle. Personne ne l'a suivie. Pendant quelques secondes après la fermeture de la porte, la salle a retenu son souffle. Puis le juge Holt est revenu au pupitre. Le prix de Philanthropist of the Year 2025 ne sera pas décerné ce soir, a-t-il dit. Le Low Country Bar Association lancera un audit complet de toutes les donations reçues par la fondation I. Beckett. Nous demandons votre patience et votre discrétion pendant que cette affaire suit les voies légales appropriées. Il s'est écarté du micro. La salle a expiré. Ce qui s'est passé ensuite, je ne l'attendais pas. Un homme à la table 3 au grand, tempes argentés, allure de quelqu'un qui possédait l'immeuble où il travaillait s'est levé et a traversé la salle vers moi. Douglas Oren, associé fondateur de Oren & Partners, l'un des cabinets de litige les plus respectés des Carolines. Il m'a serré la main. Vous avez présenté ça plus clairement que la moitié des avocats que j'ai engagés en 20 ans. Si votre père a besoin d'une représentation pour le divorce ou le signalement pénal, voici ma carte. Il l'a pressée dans ma paume. Pro bono. Derrière lui, Della Fairchild a croisé mon regard depuis la zone presse. Elle a hoché la tête une fois, ou le genre de hochement qui signifie « j'ai tout ce qu'il me faut ». Je suis retourné au micro une dernière fois. La salle s'est à nouveau tue. Je ne suis pas venu ce soir pour détruire quelqu'un, ai-je dit. Je suis venu parce que mon père méritait de connaître la vérité. Parce que le silence n'est pas de la loyauté, c'est de la reddition. Et parce que personne dans cette salle, ni ailleurs, ne devrait avoir à échanger sa dignité contre l'apparence d'harmonie familiale. Les applaudissements ont commencé à la table 12. Hélène Ostable, certains. Ils se sont propagés dans la salle au pas tonitruant, pas jubilatoire, mais délibéré. Le son de 220 personnes offrant quelque chose de plus rare que des éloges, du respect. Mon père a pris mon bras quand nous sommes descendus des marches de la scène. Sa prise était ferme, ses yeux clairs, et pour la première fois en 15 ans, nous sommes sortis d'une salle ensemble. Le trajet retour vers Sullivan S. Island a pris 23 minutes. Mon père était sur le siège passager et n'a pas parlé pendant les 20 premières. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas consolé. J'ai juste tendu la main et serré la sienne. Quand nous nous sommes garés dans l'allée, la maison était sombre. Les affaires de Victoria étaient encore là, housse à vêtements, serviettes monogrammées, coussins décoratifs qu'elle avait choisis pour mon salon. Mais elle n'était pas là. Elle avait apparemment pris un Uber depuis l'hôtel. Où elle était allée, je ne savais pas. Je n'ai pas regardé. Le téléphone de Gérald a vibré 14 fois entre 23h et 2h du matin. Je le sais parce que je l'entendais vibrer à travers le mur de la chambre d'amis. Il m'a montré les messages le lendemain matin. Gérald, s'il te plaît. Je peux expliquer. Ne fais pas ça à notre famille. Tu fais une erreur. Tout est la faute de Bonnie. Elle t'a manipulé. Et le dernier à 1h47, tu vas le regretter. Paige m'a appelé à 23h30 cette nuit-là. Elle pleurait le genre de pleurs brutes, laids, qui enlèvent toute performance. Pourquoi tu as fait ça? C'est ma mère. Je sais que c'est ta mère, ai-je répondu. Et je suis désolé que tu souffres. Mais elle a volé presque $2 millions à mon père, Paige.
Elle a falsifié sa signature. Elle prévoyait de prendre ma maison ensuite. Je n'avais pas d'autre choix. La ligne est restée silencieuse, puis très doucement. Je sais. Après avoir raccroché, je me suis assise sur le porche dans le noir. L'océan était plus fort la nuit. Ou peut-être étais-je enfin assez calme pour l'entendre. Je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais vide comme quand on enlève quelque chose qui poussait en vous depuis des années. Ça fait mal, mais on est plus léger. Gérald est sorti et s'est assis dans le fauteuil à côté de moi. Il a posé la lettre de ma mère sur la coudoir entre nous. Garde-la, a-t-il dit. Elle a toujours été à toi. Le dernier message de Victoria, tu vas le regretter, n'était pas une menace vide. C'était un communiqué de presse. À 9h le 15 juin, le Low Country Daily Buzz, un site tabloïd local avec environ 40 000 abonnés, a publié un titre qui m'a noué l'estomac. Une philanthrope locale affirme que sa belle-fille a orchestré une humiliation publique au gala de charité. L'article reposait presque entièrement sur l'interview de Victoria, larmes, voix tremblante, toute la performance. Elle m'a qualifié de troublé. Elle a qualifié la révélation au gala d'embuscade vindicative par une belle-fille jalouse qui ne l'avait jamais acceptée. Elle a dit que Gérald était confus et manipulé. La section commentaires s'est divisée immédiatement. Un nombre troublant de gens la croyaient. Cette pauvre femme a été prise au dépourvu. Les affaires familiales ne devraient pas être étalées en public. Bonnie Beckett devrait avoir honte. Je me suis assise au comptoir de la cuisine à lire ces mots et j'ai ressenti une vieille douleur familière. L'instinct de plaire qui remontait du fond, murmurant que peut-être j'étais allé trop loin. Peut-être que j'aurais dû gérer ça en privé. Peut-être que je devrais m'excuser. J'ai appelé Marcus. Il ne m'a pas laissé finir ma phrase. Ne réponds pas. Ne poste rien. N'appelle personne. L'article de Dela sort ce soir. Les faits feront le travail. 2 mailles de haine sont arrivées cet après-midi-là aux 2 femmes du cercle social de Victoria, toutes 2 invitées à dîner à ma table, dans ma maison, buvant mon vin. L'un disait, tu devrais avoir honte de toi. Victoria a donné plus à cette communauté que tu ne le feras jamais. L'autre simplement, le karma existe, Bonnie. J'ai pensé à ce mot, karma. J'ai pensé à Victoria falsifiant le nom de mon père, vidant sa retraite, cachant la dernière lettre de ma mère dans un tiroir verrouillé pendant 17 ans et arrivant encore à faire compatir la moitié d'Internet pour elle. Je me suis demandé, avez-vous déjà été dans une situation où vous saviez avoir fait ce qu'il fallait, mais où le monde vous faisait sentir comme une méchante pour ça? Si oui, dites-le moi en commentaire. Parce que cet après-midi-là, j'avais besoin que quelqu'un me dise que je n'étais pas folle. Puis à 18h, mon téléphone s'est allumé avec une notification push du Charleston Society Review. Breaking, preuve complète de fraude financière par Victoria Beckett. Source confirmée. Dela avait tenu parole. L'article de Dela Fairchild faisait 3200 mots de journalisme chirurgical. Pas de spéculation, pas d'adjectifs, juste des preuves empilées comme des briques. Elle a publié l'acte falsifié à côté de l'analyse médico-légale de Patricia Sloan. Elle a imprimé les relevés bancaires avec les numéros de routage caviardés mais les montants et noms de comptes intacts. Elle a cité le juge Holt sur le record, les preuves présentées étaient suffisantes pour justifier la révocation immédiate du prix et un renvoi aux autorités compétentes. Elle a inclus une chronologie complète de l'activité financière de Victoria, enregistrement de l'LLC en 2022, retrait ira jusqu'en 2024, carte de crédit ouverte sans la connaissance de Gérald et elle a posé le décret de divorce Brick vs à côté comme un miroir. Le titre seul suffisait, la philanthrope qui volait, la double vie de Victoria Beckett. En 12 heures, l'article a atteint 127 000 vues, 4 800 partages, 1200 commentaires. Le mieux noté, d'un lecteur de Somerville. Cette femme avait un schéma. Gérald Beckett a de la chance que sa fille l'ait sauvée. Le Low Country Daily Buzz, le même site qui avait publié l'interview larmoyante de Victoria le matin, a publié une rétractation à minuit. Nous nous excusons pour notre reportage unilatéral antérieur et encourageons les lecteurs à consulter les preuves complètes publiées par le Charleston Society Review. Le Low Country Bar Association a publié un communiqué officiel le lendemain matin. Le prix de Philanthropist of the Year 2025 a été définitivement révoqué. Le statut de partenariat de la Fondation Beckett est suspendu en attendant un audit financier complet. En 48 heures,
3 des plus gros sponsors corporatifs de la fondation ou une banque régionale, une concession automobile de luxe, un groupe hôtelier ont retiré leurs engagements. Valeur combinée, 420 000 $. L'attaché de presse de Victoria a publié une déclaration de 2 phrases en son nom. Madame Ai Beckett nie catégoriquement toutes les allégations et attend de laver son nom par la voie légale. Personne ne la citait. Le cycle médiatique avait déjà avancé mais pas dans la direction que Victoria voulait. Le lundi 16 juin, mon père est entré au tribunal familial du comté de Charleston à 9h15, en costume marine, avec l'expression d'un homme qui venait de se réveiller après un très long sommeil. Il a déposé la demande de divorce pour fraude sur le mariage et dissipation d'actifs matrimoniaux. La pétition faisait 14 pages préparées par Marcus Tran au cours des 2 semaines précédentes, et citait chaque document, chaque compte, chaque signature falsifiée que nous avions découvert. Cet après-midi-là, Marcus s'est rendu au bureau du shérif du comté de Charleston et a déposé une plainte pénale formelle. Les chefs d'accusation qu'il recommandait étaient précis, faux en premier degré, article 16-13-10 du Code de Caroline du Sud, exploitation d'une personne vulnérable, article 43-35-10, fraude à l'identité pour la carte de crédit non autorisée. Chacun un crime grave. Chacun pouvant entraîner des années de prison, pas des mois. Le bureau du shérif a ouvert une enquête immédiatement. Victoria a été sommée de se présenter dans les 72 heures. Mercredi, elle avait engagé Nathan Pratt, un avocat pénaliste connu à Charleston. Le premier geste de Pratt a été un appel à Marcus, proposant un règlement, restitution de l'argent, fermeture des comptes, abandon des poursuites, et tout le monde s'en va discrètement. Marcus m'a transmis l'offre. Je n'ai pas eu besoin de 30 secondes. Pas de règlement, ai-je dit. Mon père a droit à la pleine protection de la loi, pas à une poignée de main dans une salle de conférence. À la fin de cette semaine, Coastal Heritage Bank avait gelé le compte d'épargne VI et le compte Trust VI aux 595 000 $ combinés, bloqués jusqu'à la fin de l'enquête. Page m'a appelé ce jeudi-là au son deuxième appel depuis le gala. Sa voix était plus calme cette fois, plus basse. On peut parler? Pas en ennemi. Je ne t'ai jamais vu comme une ennemie, Page, ai-je répondu. Mais tu dois décider où tu te places. Je ne peux pas le faire à ta place. Elle est restée silencieuse longtemps. Puis elle a dit. Je sais. Le chiffre final est arrivé le 2 juillet. L'audit d'urgence du LoCountry Bar Association sur la fondation Ai Beckett a révélé ce que Marcus soupçonnait depuis le début, la pourriture allait plus loin que les comptes personnels. 85 000 $ de dons caritatifs avaient été reclassés via une série de transferts internes et discrètement redirigés vers les dépenses personnelles de Victoria, factures de planification d'événements qui se sont révélés être des traiteurs pour ses dîners privés. Frais administratifs correspondant exactement au montant de son abonnement mensuel au spa, et 10 000 $ de frais de conseil payés à iPremier Property LLC, la même société écran utilisée pour voler la maison de mon père. Total révisé, 1,92 million de $. Le même jour, le grand jury du comté de Charleston a rendu une mise en accusation formelle, 4 chefs de crimes graves faux en premier degré, exploitation d'une personne vulnérable, fraude à l'identité, détournement de fonds caritatifs. Victoria s'est rendue au tribunal du comté, a payé 75 000 $ de caution, et a été libérée avec un bracelet GPS à la cheville et une ordonnance du tribunal interdisant tout contact avec Gerald Beckett. L'ordonnance de restriction a été accordée le même après-midi, 200 pieds, sans exception. De là Fairchild a publié un suivi. Le Post-and-Courier, le plus grand quotidien de Caroline du Sud, a repris l'histoire. Le Charleston City Paper aussi. Estimation conservatrice du lectorat combiné, plus de 500 000. Sur les réseaux sociaux, Ai Beckett fraude a trendé régionalement pendant 3 jours. Le nom de Victoria, autrefois synonyme de déjeuner caritatif et de page mondaine, ne renvoyait plus qu'un seul type de résultat de recherche. Son avocat, Nathan Pratt, a évoqué l'idée d'une contre-plainte pour diffamation contre moi. La réponse de Marcus tenait en une phrase dans un mail. Chaque déclaration faite au gala était étayée par des preuves vérifiées indépendamment et examinées au préalable par un juge en exercice. Nous accueillons avec plaisir la phase de discovery. La contre-plainte n'a jamais été déposée. La première semaine de juillet, après l'acte d'accusation, l'ordonnance de restriction et les gros titres de journaux qui s'étaient tous installés dans une sorte de calme épuisé, je me suis assise avec mon père sur le porche de la maison de plage. Le même porche, les mêmes chaises mais rien d'autre n'était pareil. Papa, ai-je dit, je t'aime.
J'ai besoin que tu entendes ça d'abord, parce que ce que je vais dire peut ne pas ressembler à de l'amour, mais c'en est. Il a hoché la tête. Il écoutait. Vraiment écoutait. Peut-être pour la première fois depuis des années. Je ne reviendrai pas à la version de moi qui rendait tout le monde confortable. J'ai passé 15 ans à être la discrète, la conciliante, la fille qui ne se plaignait jamais pour ne pas créer de problème. C'est fini. Si on doit avoir une relation ou une vraie, elle doit être construite sur l'honnêteté. Tu me dis la vérité. Je te dis la vérité. Et aucun de nous ne laisse quelqu'un d'autre réécrire l'histoire. Ses yeux ont brillé, mais il n'a pas détourné le regard. Je vais commencer à voir quelqu'un, a-t-il dit. Un thérapeute. J'ai besoin de comprendre comment j'ai laissé ça arriver. Comment j'ai laissé quelqu'un se mettre entre moi et ma propre fille pendant 15 ans sans le voir. C'est tout ce que je demande. Ce soir-là, j'ai écrit un mail à Paige. Court et clair. Je ne te hais pas. Je ne l'ai jamais fait. Mais j'ai besoin que tu comprennes que ce que ta mère a fait était criminel, pas un malentendu, pas une querelle familiale. Si tu veux construire quelque chose de réel entre nous, ça commence par reconnaître ça. Je ne te demande pas de choisir un camp. Je te demande de choisir l'honnêteté. J'ai aussi passé un appel que je repoussais, à la docteure Hélène Marsh, travailleuse sociale clinique agréée spécialisée dans les traumatismes familiaux. Mon premier rendez-vous était fixé au mardi suivant. Poser des limites, ça n'est pas un moment dramatique unique sur une scène. C'est une série de décisions calmes prises dans des pièces ordinaires. Et la limite la plus dure à faire respecter est celle qu'on pose avec soi-même. La lettre est arrivée mi-juillet. Pas un mail, pas un texto, 3 pages manuscrites dans une enveloppe crème sans adresse d'expéditeur. J'ai reconnu l'écriture de Paige immédiatement. Elle pointait encore ses i de petits cercles comme quand elle avait 14 ans et moi 21, et qu'on avait brièvement été presque amis avant que Victoria fasse comprendre que la proximité entre nous était inacceptable. Elle écrivait. Bonnie, je pleure depuis 3 semaines pas parce que ma mère a été arrêtée, mais parce que j'ai enfin réalisé ce que je savais depuis 15 ans et que j'ai refusé de dire à voix haute. Je l'ai vu te traiter comme si tu n'existais pas. Je l'ai vu prendre ta chambre, tes fêtes, ta place sur les photos de famille. Je l'ai vu t'appeler le reste lors d'un dîner. Et j'ai ri avec elle parce que c'était plus facile que de te défendre. J'étais confortable, et le confort m'a rendu complice. Je n'écris pas pour demander pardon. Je ne l'ai pas mérité. J'écris parce que tu mérites d'entendre quelqu'un dans cette famille dire « je l'ai vu ». C'était mal. Et je n'ai rien fait. J'ai commencé à voir une thérapeute. Je veux être quelqu'un qui dit la vérité, même quand ça me coûte quelque chose. Si tu es d'accord, j'aimerais essayer de te connaître pas comme des demi-sœurs qui se tolèrent, mais comme 2 adultes qui choisissent l'honnêteté plutôt que la facilité. J'ai lu la lettre 2 fois. La 2e fois, j'ai pleuré. Elle avait aussi joint quelque chose que je n'attendais pas, une confession. Victoria avait dit à Paige des années plus tôt que j'avais reçu un gros héritage de ma mère et que j'avais refusé de le partager avec la famille. C'est pour ça qu'elle ne vient pas aux fêtes. Victoria disait qu'elle se croit meilleure que nous. C'était bien sûr complètement inventé. Ma mère n'avait laissé aucun argent. Elle avait laissé une lettre et même ça avait été volé. J'ai répondu. J'apprécie ton courage, Paige. On commence doucement. On s'est retrouvés dans un coffee shop de King Street fin juillet. On a parlé 3 heures. Ce n'était pas confortable. Ce n'était pas poli. Mais c'était la conversation la plus honnête que j'ai jamais eue avec quelqu'un portant mon nom de famille. Décembre 2025, 6 mois plus tard. Je suis assise sur le porche de la maison de Sullivan S. Island, le même endroit où toute cette histoire a commencé, avec un verre de vin et un appel à 23h47. Les vagues sonnent pareil. L'air salé a le même goût. Mais je ne suis pas la même femme qui était assise ici en mars. Mon père vit maintenant dans le cottage d'amis 50 pas de la maison principale. Il a finalisé son divorce en octobre. Le règlement a restitué chaque dollar volé sur ses comptes ou du moins ceux qui pouvaient être récupérés. Il voit sa thérapeute tous les jeudis. Son cardiologue dit que ses chiffres sont meilleurs qu'ils ne l'ont été depuis 3 ans. Mardi dernier, il a fait le dîner pour nous 2 la première fois qu'il cuisinait depuis que ma mère était en vie. C'était mauvais. J'ai mangé chaque bouchée.
Je suis retourné travailler mais pas chez Meridian. J'ai fondé Beckett Advisory Group, un cabinet de conseil stratégique solo basé dans un petit bureau sur East Bay Street. Mes 3 premiers clients incluaient le cabinet de Doug Lauren, l'homme qui m'avait serré la main au gala et offert sa carte. Le chiffre d'affaires du premier trimestre a dépassé mes projections de 14%. Le procès de Victoria est prévu pour mars 2026. 4 chefs d'accusation criminels. En cas de condamnation, elle risque 5 à 15 ans. Je n'y pense plus autant qu'avant. Paige vient sur l'île une fois par mois. On n'est pas proche. Pas encore. Mais on est honnête et ça vaut plus. L'article de suivi de l'affaire Shield, Bonnie Beckett, la femme qui a choisi la vérité plutôt que le silence, a été repris par Forbes Women dans leur rubrique Fall Voices. Je ne l'ai pas lu pendant 2 semaines. Quand je l'ai enfin fait, je l'ai lu à côté de la lettre de ma mère. La dernière ligne que ma mère ait jamais écrite pour moi était celle-ci. Tu es suffisante. Toujours. Chaque matin, j'ouvre cette lettre. Chaque matin, je m'assieds sur ce porche et je regarde l'Atlantique s'étendre vers l'horizon. Et chaque matin, je sais quelque chose que je ne savais pas il y a 1 an, je suis ici parce que j'ai choisi d'y être. Pas parce que quelqu'un me l'a permis. Pas parce que j'ai gagné ce droit par le silence. Parce que je suis suffisante. Je l'ai toujours été. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette histoire, merci. Vraiment. Ce n'était pas une histoire de vengeance. C'était l'histoire du moment où vous avez cessé de vous rapetisser pour que quelqu'un d'autre se sente grand. Si vous êtes dans une relation familiale, professionnelle, n'importe laquelle où vous vous faites plus petite, j'espère que vous avez entendu ce soir quelque chose qui vous a rappelé que vos limites ne sont pas égoïstes, elles sont de la survie. Abonnez-vous si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, et regardez la description. Il y a une autre histoire là-dedans dans laquelle je pense que vous vous reconnaîtrez. À bientôt dans la prochaine.